Tariq Ramadan, bonjour. Bonjour. Alors on le sait, à tous les niveaux et ça touche toutes les sociétés, la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, elle apparaît systématiquement comme un espèce de but inatteignable. Alors il y a plusieurs leviers qui sont identifiés comme étant entre guillemets les plus graves et les plus visibles. Les questions salariales, la question du plafond de verre dans la société, sur la place de la femme, et la question de l'accession à certains postes, à certaines responsabilités. On voit que dans les sociétés occidentales notamment, il y a énormément de campagnes de communication qui sont déployées, des fonds qui sont injectés justement pour essayer de réduire ces inégalités. Il y a des choses qui sont visibles, par exemple les quotas qui sont instaurés pour les postes qui sont attribués aux femmes en politique notamment, on le voit même au sein du gouvernement français. Et au-delà des slogans, on note qu'il y a quand même de grosses lacunes. J'ai encore une illustration qui concerne là aussi la France. Emmanuel Macron a fait de l'égalité femmes-hommes une grande cause de son premier quinquennat et manifestement il a déjà annoncé que s'il était réélu, il en referait la cause de son second quinquennat, ce qui montre quand même qu'il y a sans doute un problème dans les moyens et dans les méthodes qui sont employées pour essayer de réduire ces inégalités. Comment est-ce que vous analysez le phénomène, les slogans qui sont déployés, les moyens qui sont mis et surtout les lacunes qui sont persistantes ? Oui, parce que moi je suis d'accord avec ce que vous dites. Il y a des lacunes, il y a des manquements. Le problème de la question de l'égalité homme-femme, la façon dont on en parle aujourd'hui, en particulier dans la société occidentale, et ça a des répercussions évidemment sur le monde, le Grand Sud, sur toutes les sociétés du Sud, dont on dit que ce sont des sociétés, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique ou que ce soit en Asie, ce sont des sociétés patriarcales et donc il y a un vrai problème. Ce qui d'un certain point de vue est vrai. Mais en fait, c'est en miroir, en opposition à ce que devient l'Occident. Et je pense qu'avant d'entrer dans les manquements qu'il y a sur la question de l'égalité, sur la question de la relation homme-femme et sur les finalités, ce qu'on veut effectivement. Moi, je ferai un pas en arrière parce que si on ne fait pas ce pas en arrière et qu'on rentre dans la bataille sociale sans avoir des fondements qui nous permettent d'avoir une vision claire des enjeux et des finalités, on va se perdre. Je vous donne un exemple. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, on parle de est-ce qu'un homme vaut au sens, a le même statut qu'une femme ou une femme. Et on renvoie au Moyen-Âge où on posait la question de savoir si les femmes avaient une âme. Donc on considérait qu'en être, elles n'étaient pas égales. Et puis ensuite, on se pose la question de l'égalité sociale. Est-ce qu'on a les mêmes droits? Est-ce que le même salaire, etc. Puis ensuite, on en vient en répondant qu'elles ont le même droit, en répondant qu'elles ont d'abord le même droit fondamental, la même valeur d'être, un homme et une femme, ensuite les mêmes droits sociaux. Pour mettre en avant cette égalité, on en arrive aujourd'hui dans une discussion sur le plan social, en particulier en Occident, à avoir remis en cause toutes les catégories du genre, c'est-à-dire on va même jusqu'à remettre en cause la biologie qui distingue un homme d'une femme en disant finalement tout ça c'est construit. À un moment donné, il faut arrêter la machine qui s'emballe en disant attendez, vous ne pouvez pas au nom de l'égalité de deux êtres distincts, finalement, arriver à une confusion des êtres au lieu qu'il n'y ait plus de distinction du tout entre ce que la biologie nous enseigne. Nous, il faut qu'on fasse un pas en arrière, parce que ce pas en arrière, il va être d'autant plus fort et d'autant plus clair sur ce que l'on veut dans les questions que vous posez. Première des choses, j'ai été éduqué comme ça, beaucoup d'entre nous ont été éduqués comme ceci, en disant l'homme et la femme devant Dieu sont égaux, mais socialement sont complémentaires. C'est ce qu'on nous a toujours dit, et moi je le répétais quand j'étais jeune, je le répétais au point que je suis complètement revenu de cette formule-là, en disant les femmes et les hommes, en être, en conscience, en raison, devant Dieu ou devant toute l'humanité, ils sont égaux absolument. Sur le plan social, la complémentarité sociale, elle pose un problème parce que ce que disait d'ailleurs, c'était dans la tradition hegelienne, puis dans la tradition marxiste, mais qui est vrai, c'est-à-dire un rapport de complémentarité peut être très problématique, c'est-à-dire que l'esclave complète le maître, puisque lui-même disait que on ne peut pas être maître si on n'a pas d'esclave. Donc il y a un rapport de complémentarité, donc il faut faire attention, la complémentarité ne dit pas l'égalité du statut, elle peut être
le total opposé, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, il faut qu'on soit clair. Et nous, ce que l'on trouve dans la tradition coranique, c'est que c'est-à-dire les croyants et les croyantes, ils sont des alliés. Et qu'est-ce qu'ils font en fait? En quoi sont-ils des alliés? Regardez comment le verset coranique met en évidence les choses. Il met en évidence les choses en disant ils commandent le bien et résistent au mal. C'est-à-dire ils sont dans l'égalité, alliés dans l'action sociale. Et dans l'action sociale, c'est qu'à la fin du verset qu'il est parlé de la prière et puis de la zakat. Voulant dire par là que dans l'action sociale, il y a une égalité et non pas simplement une complémentarité. Et nous, ça, il faut que nous le disions. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, dans le travail, dans l'accès au poste, nous allons et nous devons défendre le fait de l'égalité des droits, de l'égalité salariale, etc. Mais ce travail d'égalité sur le plan social ne va pas contre l'égalité sur le plan fondamental, ni contre la biologie et la reconnaissance des ordres. C'est-à-dire que une femme est une femme, un homme est un homme, ils sont égaux en droit, pas similaires en biologie, pas similaires en constitution, pas similaires et identiques, c'est-à-dire ils ne se ressemblent pas. Et que notre façon de concevoir l'action sociale est finalement dans une totale négation de la réalité biologique et naturelle. Là, il faut que nous soyons très clairs là-dessus, et c'est pour ça que je préfère faire un pas en arrière en disant, voilà, je me situe dans le débat avec ces fondamentaux-là. Et ça nous permet d'entrer maintenant dans la vraie discussion. Et qu'est-ce que l'on voit? L'on voit que dans toutes les sociétés du monde, et même les sociétés occidentales, il y a des problèmes qui ne sont pas résolus de ce point de vue-là. Du point de vue... Alors, fondamentalement, sur la question de... étant incapable d'avoir un rapport métaphysique qui mette en évidence l'égalité absolue de l'homme et la femme dans le grand tout, on est dans une espèce de déconstruction idéologique, dans la déconstruction de tout, et puis on vous dit, en fait, une femme devient une femme uniquement par construction sociale, et un homme devient un homme par construction sociale. Ces constructivistes, ceux-ci, et qui vont qui s'opposent à ceux qu'on appelle les essentialistes, eh bien de ce point de vue-là, il y a un vrai problème. Parce qu'il faut qu'on dise une chose, il y a une biologie qui donne des essences d'être, une femme et un homme, et puis il y a des éléments de la construction sociale. Et ça, c'est vrai. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que c'est un mélange entre les deux. Dans nos éducations, nous avons des tendances à des constructions sociales qui donnent une compréhension de la femme dans son rapport au tout, qui est un rapport de dominer, pas un rapport d'être libre en conscience. Donc après, on se retourne vers le Moyen-Âge chrétien en disant « Mais vous aviez cette discussion, est-ce que la femme a une âme ?» alors que nous, on ne s'est jamais posé la question. Oui, peut-être qu'on ne s'est pas posé la question de savoir si une femme a une âme, ça c'est vrai. Dans la tradition musulmane, ça n'a pas existé, on ne s'est pas posé cette question. Mais on s'est souvent, très très vite, accommodé du fait de se poser la question de savoir quels étaient véritablement les droits des femmes dans la société. Donc, elle a peut-être une âme, mais elle n'avait pas beaucoup de droits. Donc il faut que nous-mêmes nous balayions devant notre propre porte culturelle de ce point de vue-là, en disant bien sûr qu'il y a des problèmes sur cela. Et là, il faut que nous disions clairement comment nous nous positionnons sur ces éléments-là. Pour en y arriver à la question sociale, de ce que vous dites aujourd'hui, c'est que ça traverse la société. Vous avez parlé de Macron et de la société française, on parle de l'égalité, et puis ensuite, on s'aperçoit qu'on est en train de faire diversion sur les vraies questions, de faire diversion sur les véritables questions de droits sociaux, d'égalité salariale, d'égalité dans l'engagement fondamental par rapport à ce que c'est que la présence à tous les niveaux de la hiérarchie sociale. Parce que là aussi, on s'aperçoit, vous avez parlé du plafond, le plafond, il fait que les femmes, à partir d'un certain moment, elles peuvent accéder à certains postes d'autorité, mais pas à d'autres. Et puis que c'est pour ça que tous ceux qui, avec Butler et avec toutes les femmes qui ont lutté sur la question féminisme et qui ont lutté aussi sur la question minoritaire, on dit mais attendez, il y a quand même des éléments qui sont récurrents. C'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité. C'est-à-dire que quand vous êtes un arabe ou quand vous êtes un noir,
vous apercevez qu'à un certain degré de formation, il y a un plafond de verre, vous n'y arriverez pas. Ben, quand vous êtes une femme, c'est la même chose. Et quand vous êtes dans une situation de pauvreté, c'est la même chose. Donc on s'aperçoit que c'est des phénomènes cumulés. Et nous devons de ce point de vue-là intégrer cette question-là à tout cela. C'est pour ça que je fais très attention aujourd'hui quand on est en train de parler de féminisme ou quand on est en train de parler des constructivistes ou des idéologies, de dire attendez. D'abord, on va décrire le paysage, on va voir que nous ne sommes pas toujours d'accord, puis ensuite on rentre dans la question sociale. Est-ce que pour vous, le but ultime qui est recherché, en tout cas qui est prétendument recherché en tout cas par nos gouvernants, peu importe lesquels d'ailleurs, est-ce que ce but ultime de l'égalité entre les femmes et les hommes, il est atteignable, ou bien est-ce que finalement cette forme de discrimination qui vise les femmes, puisque c'en est une en fait, elle est tellement systémique, tellement ancrée dans les mentalités, tellement ancrée dans le fonctionnement de la société qu'il n'est pas modifiable? Vous dites deux choses qui ne sont pas forcément contradictoires. C'est-à-dire que vous avez raison, sur la deuxième partie de votre proposition, c'est systémique. Évidemment, c'est systémique. C'est-à-dire que, je veux dire que l'histoire des sociétés humaines et de ce qu'on a appelé la gouvernance extérieure, c'est-à-dire la gouvernance sociale, c'est la gouvernance politique, ça a été une affaire d'hommes dans pratiquement toutes les sociétés pendant des décennies, bien sûr. Et donc, ceux qui étaient aux manœuvres ont pas simplement pensé le système, ils ont produit la pensée qui justifiait le système. Donc c'est systémique et intellectuellement intériorisé. Donc on a un double problème. C'est-à-dire qu'il faut travailler contre le système qui s'est mis en place et le phénomène intellectuel transgénérationnel qui lui donne sens et qui vous dit à partir d'un certain moment, puisqu'il en fut toujours ainsi, c'est que ce qui fut est la vérité de ce qui doit être. Non, ce qui fut n'est que l'habitude de ce qui a été, n'est pas la vérité de ce qui doit être. Raison pour laquelle nous avons aussi dans toutes les traditions religieuses toujours la même attitude. Ça, c'est une constante de la société humaine ou des cultures. C'est que nous refusons ce changement-là. Tout ce qui peut toucher au confort du système est considéré comme un bouleversement malvenu. C'est pour ça que tous les prophètes ont été rejetés et que tous ceux qui innovent sont à la fois célébrés par ceux qui ont compris l'innovation et rejetés par ceux qui la craignent. Nous avons trouvé nos parents, ils faisaient la même chose. C'est la constante. Je veux dire, même sur des questions de réforme politique, dans n'importe quel pays, on le voit en France, on le voit en Angleterre, on le voit aux États-Unis, c'est non, il faut surtout pas toucher parce que l'habitude est devenue une vérité. Donc, c'est systémique. Et ça, c'est même devenu intégré à notre logiciel intellectuel. Ça doit être comme ça. Et ça ne s'oppose pas au fait que le fait que ce soit systémique ne s'oppose pas au fait que ça puisse et ça doit être changé. Il faut transformer. Il faut le transformer, je dirais, pour 3 raisons. D'abord parce qu'il y a une erreur fondamentale à laquelle nous nous sommes habitués, c'est-à-dire la répartition des rôles qui a été la réalité des sociétés traditionnelles a été confondue à la différence de statut. Et donc il faut rétablir l'égalité des statuts, même s'il peut y avoir, d'une certaine façon, par la biologie, des différences de rôle. C'est-à-dire, effectivement, un homme ne porte pas un enfant, mais ne pas porter l'enfant ne veut pas dire que tout ce qui est lié à l'éducation de l'enfant est une affaire de femme et pas une affaire d'homme. L'éducation, elle se fait à deux, elle se fait dans un cheminement. Nous-mêmes, dans notre tradition, celui qui parle à son fils en termes d'éducation, c'est un homme, c'est pas une femme. C'est pour dire que le rôle de celui qui accompagne, il est aussi lié à l'homme comme à la femme. Donc déjà, il faut faire tout ce travail-là. Donc ça, c'est le premier problème que l'on a. Le deuxième problème que l'on a par rapport à cette erreur-là, dans un premier temps, c'est de nous rendre compte que on ne peut pas faire une société de stabilité et de bien-être de tous ceux qui la composent sur le mal-être d'une partie de ceux qui y vivent.
des femmes, par exemple, c'est-à-dire de penser qu'une femme trouve son épanouissement uniquement dans le registre familial, uniquement dans le registre des repas ou du ménage, mais c'est une insulte à l'intelligence de tous les hommes, c'est pas vrai. Donc il y a bien une dimension sociale qu'il faut reconnaître. Ça, c'est un élément qui est la deuxième exigence, c'est ce pourquoi on doit s'engager. Mais la dernière, c'est de se rendre compte d'une chose aujourd'hui, que même dans moi je le dis souvent, même si on arrivait à lire les textes religieux justes et même le Coran de façon, on se serait rendu compte de secrets qu'on découvre aujourd'hui. C'est que la troisième des conditions, c'est de se rendre compte que dans l'histoire de l'humanité et dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, n'en déplaise aux hommes, la sauvegarde de beaucoup de ces fondamentaux qui vont nous permettre de faire face aux crises auxquelles nous sommes seront sans doute portées plus par les femmes que par les hommes. C'est-à-dire qu'on a quand même sanctionné notre échec, hein, les hommes, sur des générations de pouvoir et de gouvernance qui n'étaient pas assez appropriées. Et les femmes ont aujourd'hui peut-être, je dis peut-être, mais j'en suis convaincu, les ressources de reposer les bonnes questions. Parce qu'il y a une chose qui est importante, c'est qu'elle porte en elle des siècles de domination réelle, et en même temps, elle porte en elle les fondements essentiels de ce qu'est la vie, de ce qui est le rapport à la vie et de ce qui est le rapport à la survie. C'est quelque chose qui est essentiel, qu'on doit comprendre, c'est-à-dire savoir en quoi je n'accepte pas la domination, mais savoir en quoi ne pas accepter la domination, je le fais au nom de la vie, non pas au niveau du pouvoir. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans une relation de résister au pouvoir pour le pouvoir, mais de résister au pouvoir destructeur au nom de la vie. Et ça, les hommes ont... Parce qu'il y a encore des hommes, contrairement à ce que nous disent ceux qui nous disent c'est que construit, les hommes ont perdu ce sens-là, c'est-à-dire qu'effectivement on a un vrai problème. Donc ce dernier élément pour moi il est important. Je n'étais pas d'accord avec Aragon sur plein de choses, mais je pense qu'il disait vrai et qu'on retrouve des éléments qu'on trouvera même dans notre tradition religieuse, c'est qu'il se pourrait effectivement que la femme soit l'avenir de l'homme. Qui est en position de mener justement ce travail de réforme de l'initié, ce travail de réforme, qu'elle soit sociale, qu'elle soit dans l'espèce d'héritage culturel aussi qu'on a beaucoup dans les communautés musulmanes. Bon, c'est deux choses différentes, mais il y a vraiment ce travail qui doit être mené, et on a le sentiment que la thématique, elle est prise en otage par le politique uniquement. Même quand il y a des associations, elles sont souvent délégitimées. Quand il y a des religieux qui s'expriment, on leur explique souvent que non, mais qu'ils ont un schéma patriarcal dans leur esprit, qu'ils ne sont pas légitimes pour s'exprimer sur ces sujets. Selon vous, qui peut mener ça ? Oui, je pense que, encore une fois, ça c'est une question essentielle. C'est une question essentielle parce que autant il faut exprimer d'abord un cadre, ce qu'on a mis au départ, un mouvement qui est en marche et pourquoi il faut le mener. Et j'ai essayé de mettre en évidence les 3 raisons qui me paraissaient prioritaires. Par qui ? C'est la dernière question. Qui peut mener ça ? Et là, encore une fois, il faut baliser le terrain. La question des femmes n'est pas une affaire de femmes. Comme la question des Noirs n'est pas une affaire de Noirs. C'est une affaire d'hommes, d'êtres humains, d'hommes et de femmes. C'est-à-dire qu'il faut le mener ensemble, ce combat. Cette idée que l'on a dans certains mouvements féministes ou dans certains qui se sont radicalisés dans leur rapport de pouvoir aux hommes en pensant que c'était les hommes, les femmes seules qui pouvaient le faire. Et en plus, ce n'était pas simplement les femmes seules, c'était contre les hommes et totalement contre-productif. Ça, c'est une façon... Ça, c'est le piège. En fait, c'est le piège de penser mon statut... Je suis la seule à le comprendre. Non, c'est pas vrai. Je veux dire, j'espère que dans ce que je viens de décliner, il y a des éléments de compréhension qui font en sorte que si c'est systémique, ça n'est pas aux femmes de s'opposer au système. C'est ceux qui ont compris
le caractère systémique de la problématique qui peuvent aller et résister. Donc il faut que ce soit des hommes et des femmes qui fassent ce combat ensemble. Déjà ça c'est un premier élément, c'est une affaire d'hommes et de femmes, de personnes qui comprennent ce qui est en train de se passer historiquement. Ça c'est un premier élément. Le deuxième élément dans ce processus là, c'est que à partir d'un certain moment, c'est ceux qui s'équipent à comprendre non pas ce qui est au-delà de la surface de l'eau, c'est-à-dire ce qui sort de l'iceberg, mais les fondamentaux. Et ça se travaille, c'est-à-dire de faire un vrai travail. Par exemple, dans les traditions religieuses, il y a un vrai travail qui consiste à comprendre qu'est-ce que disent les textes et comment furent-ils culturellement interprétés. C'est-à-dire, ça vient de quelque part. On a des lectures culturelles. Et si nous sommes aujourd'hui en Occident et que nous sommes sortis de la culture du Sud, c'est peut-être aussi pour nous permettre d'être mieux outillés à essayer de voir ce que le texte dit au-delà de la culture qui le compte, c'est-à-dire arrêter d'arabiser le texte. Le texte, il est universel, il n'est pas arabe. Donc les Arabes qui pensent qu'ils sont les seuls, parce qu'ils connaissent la langue, à en comprendre le fond et qui voudraient oublier qu'ils font partie aussi d'une culture, sont en train de se tromper. Donc il faut de ce point de vue que nous comprenions que ça doit être un mouvement international. Ça veut dire que le meilleur moyen de questionner sa culture, c'est d'en additionner les points de référence. C'est-à-dire que de différentes cultures, on regarde, parce que ça ne veut pas dire que parce qu'on est en Occident, on a plus raison que les autres, parce qu'il y a ce que vous venez de dire, il y a énormément de déficiences dans les cultures occidentales sur les questions de ce rapport. Je veux dire, la question est de façon cumulative, c'est-à-dire que être une femme noire, musulmane et pauvre en Occident, ou arabe, je veux dire, c'est un cumul de processus systémiques qui font que là, vous n'êtes pas en train de vous cogner sur un platon de verre, il y en a 4 sur votre tête, ça vous cognez à répétition. Si vous en passez un, vous allez tomber sur l'autre. Donc, de ce point de vue, il faut effectivement faire un travail qui additionne, c'est-à-dire c'est un mouvement transnational et transculturel. Donc, hommes et femmes ensemble, la reconnaissance d'un vrai travail sur les sources, et puis un mouvement transnational. Et puis ensuite, donner la priorité à un certain nombre d'engagements, c'est-à-dire l'accès à l'éducation doit être un élément qui ne se discute pas de façon totalement égalitaire. L'accès au marché de l'emploi, ça doit être également essentiel. L'égalité des salaires, parce que c'est un fait qui est réel. C'est quand même surprenant que nous ayons, nous, dans notre tradition, l'idée qu'une femme, quand elle a un gain financier, en est la maîtresse absolue. C'est-à-dire, elle est tellement maîtresse de ce qu'elle a qu'elle peut, faire de la charité à son mari. C'est-à-dire que la reconnaissance de son autonomie financière. Pour en arriver aujourd'hui à des situations où on a complètement inversé les choses, où on considérerait que l'autonomie financière, c'est rien. Mais évidemment que c'est quelque chose, l'autonomie financière. Et le meilleur exemple, c'est que la première femme autonome financièrement qui donne un salaire à son futur mari, c'est Khadija. Paix et bénédiction de Dieu. C'est elle qui donne à celui qui est notre guide à nous. Donc il reçoit un salaire de sa future femme qui a une autonomie financière dans son... Attendez, et là maintenant on en arrive en 2022, là, à plus savoir où on en est, à minimiser cette caractéristique-là. Non, il faut de ce point de vue-là. Donc dans l'ordre, il faut avoir un ordre de priorité. Mais de nous amener aujourd'hui à nous dire que la liberté d'une femme se mesure à sa capacité à se soumettre à la doxa vestimentaire aujourd'hui, ça c'est marcher sur la tête. C'est-à-dire ceux qui nous ont autant appris à sophistiquer notre pensée ou qui appellent à la sophistication de notre pensée dans les processus de libération sociale, nous amène à un simplisme réducteur dans tout ce qui concerne... Pourquoi ils sont simplistes ? Ils sont simplistes dans l'opposition et très complexes dans la proposition. Mais quand il s'agit de s'opposer, on simplifie l'autre. C'est-à-dire on ne lui accepte pas sa complexité historique. Donc nous avons tout ce travail-là à faire. Mais nous devons le faire ensemble et nous devons le faire de façon multidimensionnelle et à différents niveaux.
Je vous remercie Tariq Ramadan d'avoir répondu à mes questions. Alors c'était notre dernier rendez-vous de cette année, puisqu'on est au mois de juin. J'espère vous retrouver avec grand plaisir en septembre. Avec plaisir, À bientôt. merci à vous.